Avant la Bible, avant Homère, avant tout texte que la civilisation occidentale considère comme sacré ou fondateur, il existait une histoire. Elle était gravée dans l'argile. Et pendant plus de 2000 ans, elle est restée enfouie sous des mètres de décombres et de poussière au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak. En 1872, un conservateur du musée britannique nommé George Smith cataloguait des fragments de cette argile lorsqu'il s'arrêta brusquement. Il avait lu quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. L'histoire d'un homme averti par les dieux qu'un déluge dévastateur approchait. Cet homme construisit une grande embarcation. Il embarqua des animaux à bord. La pluie dura plusieurs jours. L'embarcation s'échoua sur une montagne. Un oiseau fut libéré pour trouver la terre ferme. L'histoire était presque identique à celle de Noé dans la Bible. Mais cette tablette d'argile était plus ancienne que n'importe quel texte de la Bible d'au moins 1000 ans. Smith fut tellement bouleversé que, selon des témoins présents ce jour-là, il commença à enlever ses vêtements au milieu du musée, non pas parce qu'il avait perdu la raison, mais parce qu'il avait compris quelque chose qui changeait tout. Cette tablette n'était pas une curiosité archéologique, c'était une fissure, une ouverture vers une histoire bien plus longue que quiconque ne l'imaginait. Et ce qui y était écrit n'était que le début. Pour comprendre ce que les tablettes d'argile de Mésopotamie révèlent réellement, nous devons d'abord comprendre ce qu'elles sont. Car l'ampleur de ce que nous allons aborder n'a de sens que lorsque vous saisissez l'échelle de ce qui a été découvert. Les tablettes d'argile de Mésopotamie constituent la plus grande archive écrite de l'Antiquité qui ait survécu jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons de plus de 500 000 objets individuels, certains de la taille d'une carte de visite, d'autres de la taille d'un livre, fabriqués en argile humide, marquée avec un stylet d'os ou de bois, puis séchés au soleil, ou cuites au four lorsqu'on avait besoin qu'ils durent davantage. La majeure partie fut produite entre 3500 et 500 avant Jésus-Christ, dans des villes comme Ur, Nippur, Uruk, Lagash, Ninive et Babylone, toutes situées dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Irak, avec des extensions vers la Syrie, la Turquie et l'Iran. L'écriture qui y figure s'appelle le cunéiforme, du latin cuneus, qui signifie coin. Elle est considérée comme l'écriture la plus ancienne du monde et est apparue vers 3200 avant Jésus-Christ, probablement comme système d'enregistrement comptable, pour contrôler les stocks de céréales, les troupeaux et les transactions commerciales. Mais très rapidement, cette écriture évolua vers quelque chose qui dépassait largement la comptabilité. Les tablettes commencèrent à consigner des lois, des histoires, de la poésie, de l'astronomie, de la médecine, des mathématiques, des généalogies et de la cosmologie. Et ce qui y était écrit, dans bien des cas, n'était pas ce que les chercheurs s'attendaient à trouver. La majeure partie des tablettes que nous connaissons aujourd'hui provient d'un seul endroit, la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive. Assurbanipal fut un roi assyrien qui gouverna entre 668 et 627 avant Jésus-Christ. Il était, aux normes de l'époque, extraordinairement cultivé. Il savait lire et écrire, chose rarissime pour un roi à cette période, et il avait une obsession, réunir toute la connaissance du monde en un seul endroit. Il envoya des scribes dans toutes les villes de Mésopotamie avec pour mission de copier tous les textes qu'il trouverait. Loïs, histoire, ordonnances médicales, tables astronomiques, hymnes religieux, manuels de divination, correspondances diplomatiques, traités, mathématiques. La bibliothèque qu'il fit construire à Ninive contenait, estime-t-on, plus de 30 000 tablettes. En 612 avant Jésus-Christ, Ninive fut détruite par une coalition de Babyloniens et de Mèdes. La bibliothèque prit feu. Les toits s'effondrèrent. Les tablettes d'argile furent ensevelies sous des mètres de décombres et de cendres. Et elles y restèrent pendant plus de 2000 ans. Lorsque l'archéologue britannique Austen Henry Layard et son assistant Hormuz de Rassam les excavèrent entre 1845 et 1854, ils découvrirent plus de 25 000 fragments préservés. Le feu qui détruisit la ville
avait paradoxalement cuit les tablettes d'argile, les rendant encore plus résistantes. Ces tablettes furent envoyées au musée britannique, où elles attendirent des décennies avant d'être traduites. Et c'est sur l'un de ces fragments que George Smith trouva l'histoire du déluge. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la tablette du déluge n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste. L'épopée de Gilgamesh est considérée comme l'œuvre littéraire la plus ancienne qui ait survécu jusqu'à nos jours. Elle narre l'histoire de Gilgamesh, roi d'Uruk, un homme décrit comme étant aux 2 tiers divin et à 1 tiers humain, qui cherche l'immortalité après la mort de son meilleur ami, Enkidu. Au cours de son voyage, il rencontre Utnapishtim, le seul mortel à qui les dieux ont accordé la vie éternelle. Et Utnapishtim lui raconte l'histoire du déluge. La comparaison avec le texte biblique de Noé est si détaillée, si précise, que lorsqu'elle fut publiée, elle provoqua un scandale dans l'Europe victorienne. Non pas parce que les chercheurs niaient les ressemblances. Elles étaient indéniables. Mais parce que l'implication était troublante. Le récit du déluge n'était pas une révélation divine originale consignée dans la Bible. C'était une histoire bien plus ancienne, qui circulait en Mésopotamie au moins 1000 ans avant tout texte biblique connu. Mais Gilgamesh va bien au-delà du déluge. Le texte décrit une quête existentielle d'immortalité qui est étonnamment moderne dans sa structure psychologique. Gilgamesh affronte le deuil, le déni, la quête de sens et l'acceptation de la mortalité. Des thèmes qu'Homère explorerait des siècles plus tard dans l'Odyssée. Des thèmes qui structurent encore aujourd'hui les récits littéraires contemporains. Andrew George, de l'Université de Londres, qui a passé des décennies à reconstituer et à traduire l'épopée, décrit le texte comme le premier grand récit de la condition humaine. Le problème, c'est que l'origine de Gilgamesh est elle-même un mystère. Il existe des versions du texte en sumérien, en akkadien, en hittite et en hourite. La version la plus complète que nous connaissons date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais des fragments de versions plus anciennes laissent penser que l'histoire pourrait être bien plus ancienne encore. Peut-être issue de traditions orales antérieures à l'écriture elle-même. Ce qui rend une question inévitable. Que d'autres étaient transmis oralement bien avant tout enregistrement écrit? Si l'épopée de Gilgamesh est le mystère littéraire des tablettes, les tablettes astronomiques en sont le mystère scientifique. Et c'est ici que les choses deviennent véritablement difficiles à expliquer. Les Sumériens et leurs successeurs assyriens et babyloniens développèrent un système astronomique d'une précision extraordinaire. Ils calculèrent le cycle de la Lune avec une erreur inférieure à 1 seconde par jour. Ils prédisaient les éclipses solaires et lunaires avec des décennies d'avance. Ils identifièrent et nommèrent 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et suivirent leurs mouvements avec une précision qui ne fut dépassée qu'avec l'usage du télescope. Mais un objet spécifique a retenu l'attention particulière des chercheurs. Le planisphère de Ninive. Il s'agit d'une tablette circulaire, divisée en 8 segments, découverte dans les années 1880 à la bibliothèque d'Assurbanipal. Elle contient des annotations en cunéiforme décrivant les positions d'étoiles et de constellations. Pendant des décennies, elle fut traitée comme une carte astronomique conventionnelle. En 2008, les chercheurs Hemsel et Bon publièrent une analyse suggérant que le planisphère enregistrait le ciel d'une nuit précise. Le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ, et que les annotations correspondaient aux positions réelles des corps célestes à cette date avec une précision surprenante. L'analyse fut contestée par d'autres chercheurs. Le débat reste ouvert, mais ce qui n'est pas en débat, c'est la précision générale de l'astronomie mésopotamienne. L'Enuma Anu Enlil, une collection d'environ 700 tablettes de présages astronomiques compilées entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ, mais fondée sur des observations bien plus anciennes, contient des données que les historiens des sciences ont mis des siècles à comprendre complètement. La question qui divise les chercheurs est simple. Comment des civilisations sans télescope,
sans mathématiques formelles avancées et sans instruments de mesure modernes, ont-elles atteint ce niveau de précision? La réponse la plus acceptée aujourd'hui est qu'elles y sont parvenues grâce à des siècles d'observations systématiques, consignées de génération en génération sur les tablettes d'argile. Chaque génération de scribes et d'astronomes avait accès aux travaux de ses prédécesseurs et construisait sur eux, ce qui impliquerait que la tradition astronomique mésopotamienne était bien plus ancienne que les textes qui ont survécu, et qu'une part énorme de ce savoir a pu se perdre. En 1922, l'archéologue Herbert Weld Blundell fit don au musée Ashmolean d'Oxford d'un prisme d'argile à 4 faces, couvert d'inscriptions cunéiformes. Cet objet fut connu sous le nom de prisme Weld Blundell, et il contient ce que les chercheurs appellent la liste des rois sumériens. La liste est une généalogie des souverains de Mésopotamie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la période où le texte fut rédigé, probablement vers 2100 avant Jésus-Christ. Et c'est ici que le texte dit quelque chose que les chercheurs ne savent toujours pas comment interpréter. Avant le déluge, et le texte mentionne le déluge comme un événement historique réel qui divisa l'histoire en 2 périodes. La liste des rois recense 8 souverains et attribue à chacun d'eux des règnes d'une durée extraordinaire. Le premier roi, nommé Alulim d'Éridu, aurait régné pendant 28 800 ans. Le deuxième, Alalgar, pendant 36 000 ans. Et ainsi de suite, jusqu'au 8e roi, Ziusudra, qui est la version sumérienne du survivant du déluge, clôturant l'ère prédiluvienne. Après le déluge, la liste reprend avec des rois dont les règnes sont progressivement plus courts, jusqu'à atteindre des périodes historiques vérifiables, où les noms et les dates concordent avec des archives archéologiques indépendantes. La transition est graduelle, cohérente en interne, ce qui rend le texte encore plus intrigant. Les interprétations sont variées. Certains chercheurs estiment que les grands nombres représentent des cycles astronomiques ou des périodes symboliques, et non des années littérales. D'autres suggèrent que la liste mêle des figures mythiques à de véritables rois historiques, et que la distinction entre les 2 groupes était claire pour les Sumériens, même si elle ne l'est pas pour nous. Ce que personne ne conteste, c'est la cohérence interne de la liste, le fait que les noms prédiluviens correspondent à des villes qui ont réellement existé, et que les noms post-diluviens vérifiés archéologiquement sont précis, ce qui était exactement consigné dans les entrées antérieures au déluge. Tel est le mystère qui demeure sans réponse. Un aspect moins connu des tablettes d'argile, mais tout aussi impressionnant, sont les textes médicaux. La médecine mésopotamienne était divisée en 2 catégories. La médecine de l'Achipu, le médecin prêtre qui diagnostiquait la cause spirituelle de la maladie, et la médecine de l'Assu, le médecin praticien qui prescrivait des traitements physiques. Les tablettes de l'Assu sont particulièrement remarquables. Elles décrivent des diagnostics fondés sur l'observation clinique des symptômes: fièvre, convulsions, coloration de la peau, comportement du patient. Et elles décrivent des traitements incluant des plantes médicinales spécifiques, des préparations à base d'ingrédients naturels et des procédures physiques. La collection connue sous le nom de Sakiku, qui signifie « symptômes » en akkadien, est une série de 40 tablettes cataloguant les maladies par système du corps: tête, yeux, oreilles, gorge, poumons, cœur, estomac, intestin. Elle est structurellement très proche d'un manuel clinique moderne. Ce qui rend ces textes pertinents, c'est que certaines des plantes mentionnées comme traitement ont été ultérieurement confirmées comme possédant de réelles propriétés pharmacologiques. Il ne s'agissait pas simplement de rituels, c'étaient des observations empiriques accumulées au fil des générations. Le médecin et historien John Scurlock, qui a passé des décennies à traduire des textes médicaux assyriens et babyloniens, soutient que la médecine mésopotamienne était plus systématique et plus empiriquement fondée qu'on ne le reconnaît généralement, et que son influence sur la médecine grecque et donc sur toute la médecine occidentale a été substantiellement sous-estimée. Sur 500 000 tablettes connues, on estime que moins d'un tiers a été complètement traduit et étudié. Ce n'est pas de la négligence, c'est une question d'échelle.
Le cunéiforme est une écriture complexe, avec plus de 600 signes différents, qui varient selon les langues et qui ont évolué au cours de 2500 ans d'usage. Traduire une seule tablette peut demander des semaines ou des mois de travail spécialisé, ce qui signifie que la majeure partie de ce qui est écrit dans cette argile attend encore d'être lu. Des projets comme la Cuneiform Digital Library Initiative, qui a photographié et catalogué numériquement plus de 300 000 tablettes, et des outils d'intelligence artificielle développés par l'Université de Chicago pour aider au déchiffrement de textes fragmentés, sont en train de transformer ce paysage. Mais lentement. Et tandis que cette frontière avance, les questions les plus fondamentales restent ouvertes. L'origine des Sumériens en tant que peuple est toujours inconnue. Ils apparaissent dans les archives archéologiques vers 4500 avant Jésus-Christ, avec un niveau d'organisation sociale qui n'a pas de prédécesseur clair dans la région. Leur langue est un isolat linguistique. Elle n'a aucune parenté démontrée avec aucun autre idiome connu. Leur écriture est apparue en une période très courte, au regard des normes habituelles de développement culturel. Les archéologues Thorkild Jacobsen et Samuel Noah Kramer ont consacré des décennies à tenter de reconstituer l'histoire des Sumériens à partir de leurs propres textes. Ce qu'ils ont trouvé était une civilisation qui avait une mémoire profonde de son propre passé, mais que ce passé se perdait dans une période que les tablettes elles-mêmes appelaient « avant le déluge », sur lequel les Sumériens semblaient ne disposer que de fragments de mémoire. Revenons au point de départ. George Smith, en 1872, lut l'histoire du déluge sur une tablette d'argile vieille de 3000 ans et fut suffisamment bouleversé pour perdre brièvement sa contenance dans l'un des musées les plus solennels du monde. Ce qu'il avait compris, c'est que cette tablette changeait quelque chose de fondamental dans le récit que la civilisation occidentale se racontait sur elle-même. Ce n'était pas une question de religion contre science, c'était une question de profondeur historique, de réaliser que ce que nous pensions être le commencement de tout n'était, en réalité, que le chapitre le plus récent d'une histoire bien plus longue. Les tablettes d'argile de Mésopotamie nous placent face à une réalité inconfortable. Nous savons bien moins sur le passé humain que nous ne l'imaginons. Et ce que nous savons nous est parvenu de façon fragmentée, filtré par des millénaires de destruction, de négligence, de conquête et de hasard. Il existe, conservé dans des musées à travers le monde, une archive d'argile de 300 000 tablettes que personne n'a lues complètement. Certaines sont dans des boîtes, certaines sont encore enfouies sous le sol de l'Irak, dans des sites archéologiques qui attendent d'être fouillés. Certaines ont été détruites lors des guerres des 20 dernières années. Une perte que les chercheurs décrivent comme irréparable. Ce qui y est écrit, nous ne le savons pas. Mais l'histoire que les tablettes nous ont déjà racontée est suffisante pour suggérer que la version du passé que nous avons héritée est peut-être, au mieux, incomplète, et au pire, le chapitre final d'une histoire dont nous n'avons pas encore trouvé le commencement.